Je fixais la grosse lettre recommandée posée sur le comptoir de ma cuisine, mes mains tremblaient si violemment que le lourd papier parchemin crissait contre le granit. 250 000 $. C'était le chiffre exact, imprimé en encre noire, grasse et indéniable. C'était un avis de défaut de paiement pour un prêt personnel privé à haut rendement, contracté strictement à mon nom. Les emprunteurs avaient falsifié ma signature, contourné les vérifications standards en utilisant une connaissance intime de ma vie, vidé les fonds, et s'étaient volatilisés. Mais ce n'était pas un étranger qui avait fait ça. C'était ma propre chair, mon propre sang. Ils avaient donné $250 000 à mon jeune frère pour qu'il puisse rembourser un usurier clandestin et impitoyable. Quand je me suis enfin retrouvé dans le salon de mes parents pour exiger une explication, ma mère ne s'est pas excusée. Elle n'a pas versé une seule larme. Elle m'a simplement regardé avec des yeux froids et calculateurs, et a dit « Nous devions le sauver. Tu en as les moyens. » Cette seule phrase a complètement brisé 29 ans d'efforts désespérés pour être le bon fils. Ils croyaient sincèrement que j'allais simplement absorber en silence une montagne de dettes frauduleuses pour protéger leur précieux enfant chéri. Ils se trompaient lourdement. Voici l'histoire de comment j'ai fini par dénoncer mes propres parents aux autorités, et comment mon frère a désespérément essayé de détruire ma vie dans un tribunal, jusqu'au moment précis où tout s'est effondré autour de lui. La lettre était arrivée un mardi soir tout à fait ordinaire. Elle provenait d'une institution financière de prêt privé basée à 3 États de distance, une entreprise avec laquelle je n'avais absolument jamais eu affaire. Je me souviens qu'il pleuvait à verse et que je venais d'entrer dans mon appartement après une journée de travail éreintante de 14 heures à la société de logistique où je travaillais comme directeur régional. J'étais épuisé, mes os endoloris par des inspections d'entrepôts successives, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude. Au lieu de cela, j'ai vu la grosse enveloppe, agressivement enfoncée dans ma boîte aux lettres, portant un tampon rouge vif, urgent. La plupart des gens auraient supposé que c'était du courrier indésirable. J'ai failli la jeter directement dans le bac de recyclage, aux côtés du flot incessant d'offres de cartes de crédit et de prospectus de supermarchés locaux. Mais quelque chose dans l'épaisseur de l'enveloppe, et la manière très spécifique dont mon nom légal complet était imprimé, m'a fait marquer une pause. J'ai déchiré le rabat. Le document à l'intérieur était dense, rempli d'un jargon juridique agressif, mais mes yeux se sont immédiatement fixés sur les chiffres. Solde actuel du, 254 320 $. Pénalité de retard pour 90 jours d'impayé, 1 000 $. Au début, mon cerveau a simplement refusé de traiter l'information. C'est un phénomène psychologique étrange. La façon dont l'esprit humain rejette complètement une réalité trop catastrophique pour être gérée d'un seul coup. Je suis resté là, dans mon manteau humide, l'eau dégoulinant sur le parquet, convaincu qu'il s'agissait d'une arnaque élaborée. J'avais un score de crédit de 812. J'avais passé la dernière décennie de ma vie à construire méticuleusement ma sécurité financière, sacrifiant des vacances, conduisant une berline d'occasion, et vivant dans un appartement modeste, juste pour pouvoir bâtir des fondations solides. Je n'avais pas $250 000 de dettes. Je ne contractais pas de prêt. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro du service client indiqué au bas de la page. Il était précisément 18h45. Je me tenais au centre exact de mon salon, écoutant la musique d'attente atrocement lente pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, une représentante a répondu. Sa voix était plate, le ton blasé de quelqu'un qui répond à son 50e appel de la journée. J'ai reçu un avis de défaut de paiement, lui ai-je dit, ma voix étonnamment stable, mais il y a une énorme erreur. Je n'ai jamais ouvert de compte dans votre institution. Je lui ai donné mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et mon adresse actuelle. J'entendais le cliquetis frénétique de son clavier à travers le combiné. Puis le cliquetis s'est arrêté. Le silence qui s'était tiré entre nous était lourd, suffocant et terrifiant. « Monsieur, dit-elle enfin, son ton passant soudainement de blasé à très alerte. Ce prêt a été émis il y a 8 mois. Les fonds ont été virés directement sur un compte professionnel secondaire listé sous votre profil. Nous avons votre signature, une copie de votre permis de conduire, et les réponses vérifiées à vos questions de sécurité dans nos dossiers. » Mon estomac s'est noué, tombant dans un abîme sans fond. « Quelle question de sécurité ?» ai-je demandé, bien qu'une prise de conscience écœurante commençait déjà à germer dans mon esprit. Le nom de votre premier animal de compagnie d'enfance, la rue où vous habitiez en 2e année, et le 2e prénom de votre père, a-t-elle récité efficacement.
Personne ne connaissait ces détails spécifiques, à l'exception de ma famille immédiate. Aucun voleur d'identité au hasard, à l'autre bout du monde, ne saurait que mon premier animal était un Golden Retriever nommé Rusty, ou que le deuxième prénom de mon père était un nom de famille très rare, transmis de génération en génération. Pouvez-vous me dire le nom exact du compte professionnel secondaire où les fonds ont été transférés, ai-je exigé, serrant si fort le bord de l'îlot de cuisine que mes jointures sont devenues complètement blanches. Le compte bénéficiaire était enregistré au nom de Dorian Enterprises, a-t-elle répondu. L'air a été instantanément aspiré de mes poumons. Dorian, mon jeune frère. J'ai mis fin à l'appel sans dire un mot de plus. Mes jambes ont tout simplement cédé. Je me suis effondré sur le carrelage froid de la cuisine, les lourds parchemins glissant de mes doigts. Ce n'était pas un étranger. C'était ma famille. Ils avaient instrumentalisé toute mon existence pour financer les échecs catastrophiques de mon frère. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, je n'étais pas entièrement surpris. Irait-il vraiment aussi loin? Que se passerait-il lorsque je les confronterais avec les preuves? Pour comprendre comment une famille en arrive au point de commettre une fraude fédérale d'250 000 $ contre sa propre chair et son propre sang, il faut comprendre l'écosystème profondément toxique dans lequel j'ai grandi. Je m'appelle Garrison Thorne. J'ai 29 ans et toute mon existence au sein de la famille Thorne a été définie par mon utilité. J'étais le fiable, le discret, celui qui réparait les tuyaux cassés, payait ses propres frais de scolarité en travaillant de nuit dans une usine, et ne demandait jamais, au grand jamais, d'aide. Mon frère Dorian a 26 ans. C'est l'enfant chéri. C'est le genre de personne qui peut entrer dans une pièce, arborer un sourire éclatant et téméraire, et convaincre immédiatement les gens de lui donner tout ce qu'il veut. Nos parents, Richard et Hélène, lui vouaient un culte absolu. Leur amour pour lui était bruyant, inconditionnel et totalement aveuglant. Leur amour pour moi était conditionnel, transactionnel et principalement silencieux. Mon esprit a repensé à tous les petits signes avant-coureurs que j'avais ignorés au fil des ans. Tout le musée de blessures que j'avais gardé sous clé dans ma tête. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme du lycée. J'étais diplômé premier de ma classe, obtenant une bourse d'études complète pour une université d'État. Mes parents m'avaient promis de m'emmener dans un bon restaurant de grillade pour fêter ça. Mais l'après-midi même de ma cérémonie, Dorian, qui avait 15 ans à l'époque, a décidé qu'il voulait assister à un festival de musique le temps d'un week-end, à 3 villes de là. Mes parents ont complètement manqué ma remise de diplôme pour l'y conduire, parce qu'ils se sentaient stressés et avaient besoin d'une pause. J'ai traversé cette estrade devant une rangée de sièges complètement vides. Je me suis souvenu de la fois où j'ai acheté ma toute première voiture, une berline à haillons rouillés mais fiable que j'avais mis 2 ans à économiser. J'avais 19 ans. En moins d'une semaine, mon père a exigé que je la prête à Dorian pour un rendez-vous. Dorian l'a encastrée dans un poteau téléphonique en conduisant en état d'ivresse. La voiture était une épave totale. Quand j'ai exigé que Dorian me rembourse, ma mère a fondu en larmes hystériques, m'accusant de manquer d'empathie. « Ton frère aurait pu mourir, Garrison », avait-elle hurlé, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Et tout ce qui t'importe, c'est un stupide morceau de métal. Tu dois lui pardonner. C'est la famille. » Il ne m'a jamais remboursé un seul centime. J'ai pris le bus pendant 3 années de plus. Telle était la dynamique établie. Dorian créait des désastres spectaculaires, et j'étais censé en absorber les ondes de choc. Mais en grandissant, ces désastres sont devenus beaucoup plus coûteux. Dorian se voyait comme un entrepreneur, ce qui est une façon polie de dire qu'il était un joueur chronique avec une grave addiction aux combines pour devenir riche rapidement. Il a essayé de rénover et revendre des maisons, de gérer une entreprise de dropshipping, et de faire du day trading de crypto-monnaies. Chaque tentative s'est soldée par une ruine totale. Et à chaque fois, Richard et Hélène sont intervenus pour le renflouer, puisant dans leurs modestes économies, réhypothéquant leur maison, et empruntant sur leur fonds de retraite. Ils n'étaient pas riches. Mon père était un cadre intermédiaire dans un centre de distribution de quincaillerie, et ma mère travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Au moment où Dorian a atteint le milieu de la vingtaine, il les avait complètement saignés à blanc. Mais moi, je m'étais échappé. J'ai déménagé le jour même de mes 18 ans. J'ai travaillé sans relâche, gravissant les échelons de l'entreprise dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement, gagnant un salaire à 6 chiffres uniquement par un travail acharné et brutal. J'achetais mes propres vêtements, payais mon propre loyer,
et construisait une forteresse impénétrable autour de mes finances. Du moins, c'est ce que je pensais, assis sur le sol de ma cuisine, fixant la vide saisie, les pièces manquantes du puzzle s'emboîtant agressivement. Il y a environ 10 mois, ma mère m'avait appelé, d'une voix inhabituellement douce et maternelle. Elle prétendait qu'ils mettaient à jour leur police d'assurance vie et avaient besoin de vérifier certaines de mes informations personnelles, y compris mon numéro de sécurité sociale et une copie de mon permis de conduire. J'avais hésité, sentant un bref éclair d'intuition m'avertir de m'arrêter, mais elle avait parfaitement joué la carte de la mère vieillissante. Elle m'avait fait culpabiliser pour que j'envoie les documents. Je leur avais essentiellement remis les clés de toute ma vie. Ils avaient utilisé mon historique de crédit impeccable, mes revenus élevés, et mon identité volée pour obtenir un prêt privé massif, 250 000 $. Mais pourquoi un prêt privé à taux d'intérêt élevé? La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing à la mâchoire. Les banques traditionnelles mettent des semaines à approuver un prêt de cette taille. Les prêteurs privés, opérant souvent dans les zones grises de la finance, agissent rapidement. Ils posent moins de questions si le score de crédit est suffisamment élevé, mais leurs taux d'intérêt sont prédateurs et leurs méthodes de recouvrement sont impitoyables. Dorian s'était endetté d'une manière à laquelle on ne peut tout simplement pas échapper. Il avait emprunté de l'argent à des gens qui n'envoient pas de lettres polies par la poste. Il avait emprunté de l'argent à un usurier. Et mes parents, absolument désespérés de sauver leur enfant chéri de se faire briser les jambes, ou pire, m'avaient sacrifié au loup sans une seconde d'hésitation. Je me suis lentement relevé du sol de la cuisine. Mes mains avaient enfin cessé de trembler. Le choc avait complètement disparu, entièrement remplacé par une colère froide et irradiante. C'était une fureur terrifiante et silencieuse qui s'est installée au plus profond de mes os. Je n'allais pas payer un seul centime de cette dette. J'allais réduire leur château de cartes en cendres. Jusqu'où devrais-je aller pour découvrir la vérité? Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois en 5 ans. J'ai transformé ma table de salle à manger en véritable salle de guerre. Je savais que si j'allais à la police maintenant, ce ne serait que ma parole contre la leur. Les cas de fraude familiale sont notoirement difficiles à poursuivre, car la défense prétend toujours que la victime a donné son autorisation verbale, et tout dégénère en une situation confuse de « parole contre parole ». J'avais besoin de preuves concrètes et indéniables. J'ai commencé par appeler l'institution de prêt privé. J'ai exigé un transfert accéléré de chaque document associé à l'émission du prêt. J'ai invoqué mes droits en tant que victime de vol d'identité et les ai informés que je me préparais à déposer une plainte à la police. La menace d'une action en justice a fonctionné. À 15 heures, ma boîte de réception a signalé l'arrivée d'un énorme fichier crypté contenant la demande de prêt, la reconnaissance de dette, et les reçus de virement. J'ai tout imprimé et étalé les papiers sur le bois d'acajou sombre de ma table. J'ai attrapé un stylo rouge et commencé mon analyse. La première chose que j'ai regardée, c'était la signature. C'était une contrefaçon décente, clairement pratiquée, mais il lui manquait la boucle fluide et agressive que je mets toujours sur le jet de Garrison. Elle était raide, hésitante. Mais ce sont les détails secondaires qui les ont vraiment condamnés. L'adresse IP utilisée pour soumettre la demande numérique était listée sur la dernière page du journal de sécurité. J'ai rapidement tracé l'adresse. Elle était enregistrée auprès d'un fournisseur de services Internet dans le code postal exact de mes parents. Ensuite, j'ai examiné les informations de contact fournies aux prêteurs. Ils avaient créé une fausse adresse email en utilisant mon nom, mais le numéro de téléphone de récupération associé au compte était listé là, en texte clair. C'était le numéro de téléphone portable de mon père. L'arrogance pure et simple était presque à couper le souffle. Ils avaient supposé que je ne le découvrirais jamais. Ou pire, ils avaient supposé que lorsque je le découvrirais, je serais trop intimidé, trop conditionné par une vie de soumission pour faire quoi que ce soit. La dernière preuve était le reçu de virement. Le prêt avait été approuvé un jeudi. Le vendredi matin, la somme exacte de 250 000 $ a été virée sur le compte intitulé « Dorian Enterprises ». J'ai consulté les comptes de réseaux sociaux de mon frère. J'ai remonté le fil de 8 mois. Exactement une semaine après le financement du prêt massif, Dorian avait posté une photo de lui-même à côté d'un SUV de luxe flambant neuf et hautement personnalisé. La légende disait « Nouveau départ ». Bâtir l'empire, un jour à la fois. Béni entrepreneur. Il n'avait pas seulement remboursé ses dettes dangereuses.
Il avait utilisé mon identité volée pour financer son style de vie somptueux. Il conduisait un véhicule de luxe payé avec mon crédit, pendant que je conduisais une berline vieille de 7 ans avec une transmission défaillante. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la colère froide se solidifier en une résolution absolue. J'ai rangé les documents imprimés en une pile nette et parfaitement alignée, et je les ai glissés dans un épais dossier en manille. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de la ligne fixe de mes parents. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie. « Allô, maman ?» ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. « J'ai besoin que toi et papa soyez à la maison ce soir à 19h. Dis à Dorian qu'il doit être là aussi. » « Garrison ?» Sa voix semblait légèrement déconcertée par mon ton. « De quoi s'agit-il ? Tu vas bien ? Tu as l'air étrange. »« Soyez simplement là, » ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse formuler une autre question. J'ai passé les 3 heures suivantes assis en silence absolu, fixant le mur, passant en revue tous les scénarios possibles dans ma tête. Je connaissais ces gens. Je connaissais leurs tactiques. Ils nieraient, détourneraient la conversation, et me feraient douter de ma propre santé mentale. Ils essaieraient de me faire sentir coupable. Ils utiliseraient mon indépendance contre moi. Je devais rester complètement stoïque. Je ne pouvais pas les laisser me voir saigner. À 18h30, j'ai pris mes clés de voiture et le dossier en manille. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance a duré exactement 28 minutes. Les rues étaient bordées de chênes imposants et familiers. Les mêmes arbres devant lesquels je passais quand j'étais adolescent, rêvant du jour où je pourrais enfin m'échapper de cette ville et me construire une vie. Je me suis garé dans l'allée. Le camion de mon père était garé à sa place habituelle. Juste à côté, brillant agressivement sous la lueur ambrée du lampadaire, se trouvait le SUV de luxe de Dorian. Il était massif, noir et complètement impeccable. Je l'ai fixé un long moment, sentant ma mâchoire se serrer si fort que mes dents me faisaient mal. Je suis sorti de ma voiture, l'air froid de la nuit mord dans ma peau. J'ai remonté le chemin de béton, serrant le dossier en manille comme un bouclier. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai poussé la porte d'entrée et suis entré dans la maison. Quel serait leur premier mensonge en voyant les documents ? Le salon était exactement le même que depuis 20 ans. Le papier peint floral délavé, le canapé en cuir marron usé, l'odeur de bougies à la vanille bon marché. Ils m'attendaient tous. Mon père, Richard, était lourdement assis dans son fauteuil inclinable, regardant un match de sport en sourdine. Ma mère, Hélène, était perchée anxieusement sur le bord du canapé, se tordant les mains. Et nonchalamment appuyé contre le manteau de la cheminée, il y avait Dorian. Il portait une montre de créateur coûteuse et une expression suffisante et détendue qui a instantanément fait bouillir mon sang. « Garrison » a grogné mon père, détournant à peine les yeux de l'écran de télévision. « Quelle est cette grande urgence ? On allait dîner. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai marché droit vers la lourde table basse en chêne au centre de la pièce. J'ai ouvert le dossier en manille et j'ai laissé tomber la pile épaisse de documents directement sur la surface en verre. Les papiers ont atterri avec un bruit lourd et satisfaisant. « J'ai reçu une lettre hier », ai-je déclaré, ma voix résonnant fort dans la pièce soudainement silencieuse. D'un prêteur privé, concernant un prêt personnel en défaut de paiement d'un montant de $250 000. La réaction a été immédiate, et elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. L'expression suffisante de Dorian a complètement disparu, remplacée par un éclair de panique authentique. Mon père s'est raidi dans son fauteuil, ses yeux se dirigeant vers les papiers. Ma mère a visiblement tressailli, ses mains volant pour couvrir sa bouche. Personne n'a parlé. Le silence était absolu et complètement accablant. J'ai passé toute la journée à rassembler des preuves, ai-je continué, arpentant lentement la table basse. J'ai la reconnaissance de dettes falsifiées. J'ai l'adresse IP de cette maison exacte. J'ai le numéro de téléphone de récupération, qui t'appartient, papa. Et j'ai le reçu du virement bancaire montrant que l'argent est allé directement sur le compte professionnel de Dorian. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Belle voiture dans l'allée, Dorian. Qu'est-ce que ça fait de conduire un véhicule payé avec mon score de crédit ? Dorian a ouvert la bouche pour parler, mais ma mère s'est brusquement jetée du canapé. Les larmes ont instantanément commencé à couler sur ses joues, dans une démonstration théâtrale et pratiquée de misère. « Garrison, s'il te plaît » a-t-elle pleuré, tendant la main pour attraper mon bras.
J'ai reculé brusquement, refusant qu'elle me touche. Elle a légèrement trébuché, l'air complètement brisé. Tu ne comprends pas. Nous étions désespérés. Ces gens, les hommes à qui Dorian devait de l'argent, ils étaient dangereux. Ils ont menacé de lui faire du mal. Ils savaient où nous habitions. Nous n'avions pas d'autre choix. Pas d'autre choix, ai-je répété, ma voix montant en volume malgré tous mes efforts pour rester calme. Vous aviez un choix. Vous avez choisi de commettre un vol d'identité fédérale. Vous avez choisi de ruiner ma vie pour sauver la sienne. Mon père s'est enfin levé. Son visage est devenu rouge foncé de colère. Il a pointé un doigt épais et calleux directement vers mon visage. Surveille tonton quand tu parles à ta mère, fiston. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger cette famille. Je fais partie de cette famille, ai-je rugi, la colère brisant enfin mon stoïcisme soigneusement construit. Je suis votre fils. Vous m'avez volé $250 000. Oh, grandis un peu, Garrison, a soudainement lâché Dorian, s'éloignant de la cheminée. Il avait l'air agacé, incroyablement irrité d'être dérangé par la réalité de ses propres crimes. Tu fais tout un plat de rien du tout. C'est juste un prêt. J'allais le rembourser dès que ma nouvelle entreprise décollerait. Le prêteur s'est juste impatienté et a envoyé une lettre qui fait peur. Arrête de te comporter comme la victime. Je l'ai regardé, complètement, totalement abasourdi par l'audace de ses paroles. Tu n'as pas fait un seul paiement en 90 jours, Dorian. Le prêt est en défaut. Les pénalités s'accumulent. Ils vont me poursuivre en justice. Ils vont saisir mon salaire. Ils prendront tout ce que j'ai construit. Nous devions le sauver, a soudainement dit ma mère, sa voix abandonnant le ton hystérique pour devenir mortellement sérieuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux, toute trace de culpabilité ayant complètement disparu de son expression. Nous devions le sauver, Garrison. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Tu as des économies. Tu en as les moyens. La pièce est devenue complètement immobile. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je les ai regardés, tous les trois, debout ensemble dans un cercle serré et unifié, tandis que j'étais complètement seul, à l'extérieur. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient entièrement convaincus que ce qu'ils avaient fait était justifié. Ils croyaient que mon succès était une ressource commune à piller chaque fois que Dorian faisait une erreur. Tu en as les moyens, ai-je murmuré, répétant ces mots comme si je goûtais du poison sur ma langue. Tu penses que parce que j'ai travaillé dur, parce que je n'ai pas ruiné ma vie, je vous dois ça. Tu es son frère, a dit mon père, croisant les bras sur sa poitrine, projetant l'autorité d'un homme qui a décidé que la discussion était terminée. La famille est de la famille. Nous trouverons un plan de paiement. Tu couvres les mensualités minimales pour l'instant, et quand Dorian se remettra sur pied, il te remboursera. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Il m'ordonnait de rembourser la dette d'un usurier. J'ai regardé les documents falsifiés sur la table. Puis j'ai regardé ma famille. Le choix était clair. Le pont était déjà brûlé. Tout ce qui restait, c'était de regarder les cendres tomber. Survivrait-il à l'incendie que j'étais sur le point de déclencher? J'ai lentement tendu la main et rassemblé les documents dans le dossier en manille. J'ai tapoté les bords contre la table en verre, les alignant parfaitement. Mes mouvements étaient lents, délibérés et calmes. La dispute était terminée. J'avais reçu ma réponse. Je vais vous donner exactement une chance de régler ça, ai-je dit, ma voix baissant à un registre bas et dangereux qui a fait que mon père a décroisé les bras. Vous avez jusqu'à demain matin 10 heures pour contacter le prêteur, avouer la falsification, assumer l'entière responsabilité légale de la dette, et retirer mon nom du compte. Si vous faites ça, je partirai, et je ne vous adresserai plus jamais la parole. Dorian a éclaté d'un rire fort et moqueur. Ou quoi, Garrison? Tu vas nous dénoncer? Tu vas poursuivre tes propres parents? Bonne chance avec ça. Les frais de justice te coûteront plus cher que le prêt. Garrison, s'il te plaît, a plaidé ma mère, essayant de bloquer physiquement mon chemin vers la porte d'entrée. Ne sois pas vindicatif. C'est une affaire de famille. On peut régler ça en privé. Si tu appelles la banque, ils appelleront la police. Tu enverrais tes propres parents en prison. Vous vous êtes envoyé en prison vous-même au moment où vous avez falsifié ma signature, ai-je répondu froidement,
la regardant droit dans les yeux. « Si tu sors par cette porte, a hurlé mon père, son visage devenant violet de rage, si tu fais entrer les autorités dans cette maison, tu es mort pour moi. Tu m'entends? Tu n'es plus mon fils. » Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte en laiton. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement regardé mon reflet dans le verre sombre de la fenêtre d'entrée. J'ai cessé d'être votre fils le jour où vous avez décidé que mon seul but était d'être un dommage collatéral pour les erreurs de Dorian, ai-je dit doucement. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans l'air froid de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière en partant. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu 10 heures. À 8 heures précises, j'ai franchi les lourdes doubles portes en verre du quartier général de la police régionale. Je portais un costume sur mesure, tenais l'épais dossier en manille, et fonctionnais avec absolument 0 heure de sommeil. Je me suis approché du bureau d'accueil et j'ai informé l'officier de service que je devais signaler un cas majeur de fraude financière et de vol d'identité. On m'a dirigé vers la division des crimes financiers au 3e étage, où j'ai été présenté à l'inspecteur Ramirez. L'inspecteur Ramirez était un homme vif et observateur, à la fin de la quarantaine, avec des tempes grisonnantes et des yeux qui ne manquaient absolument rien. Nous nous sommes assis dans une salle d'interrogatoire stérile et j'ai posé le dossier sur la table en métal entre nous. « Racontez-moi tout, monsieur Thorne, a-t-il dit, ouvrant un bloc-notes. Je lui ai tout raconté. J'ai maintenu un professionnalisme complet. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas plaint de mon enfance. Je me suis tenu strictement aux faits, aux dates, aux adresses IP, et aux virements bancaires. J'ai exposé l'architecture de la fraude avec la précision d'un homme qui construit des réseaux de chaînes d'approvisionnement pour vivre. Quand j'ai eu fini, l'inspecteur Ramirez a lentement parcouru les documents. Il s'est longuement arrêté sur le formulaire d'émission de prêt, comparant la signature à celle de mon permis de conduire. J'ai vu beaucoup de cas de fraude familiale, a dit Ramirez doucement, se penchant en arrière dans sa chaise. Habituellement, c'est quelques milliers de dollars sur une carte de crédit volée, mais $250 000 d'un prêteur privé non réglementé, il a laissé échapper un sifflement bas. Votre famille a joué un jeu très dangereux. Où les suspects ont-ils été informés que vous déposiez cette plainte? Je leur ai donné un ultimatum hier soir, ai-je confirmé. Ils ont refusé. Ils croient que je n'irai pas jusqu'au bout, à cause de la loyauté familiale. Ramirez a hoché la tête sombrement. Ils ont fait une grave erreur de calcul. Avec le montant d'argent impliqué et le fait que la fraude par virement bancaire traverse les frontières des États, cela s'aggrave très rapidement. Nous devrons faire appel à un expert en documents pour vérifier officiellement la falsification. Nous assignerons également à comparaître le fournisseur d'accès à Internet et les relevés téléphoniques. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé, ma voix stable. Étant donné la documentation méticuleuse que vous avez fournie, nous pouvons accélérer les assignations, m'a-t-il assuré. Mais je dois être absolument clair avec vous, monsieur Thorne. Une fois que j'ouvrirai officiellement cette enquête, vous ne pourrez pas retirer la plainte. L'État engagera les poursuites. Vos parents et votre frère encourent de multiples chefs d'accusation pour crime. Cela détruira votre famille. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient parfaitement stables. J'ai pensé aux mots que ma mère m'avait dit la veille au soir. Nous devions le sauver. Tu en as les moyens. Ma famille, ai-je dit, regardant l'inspecteur Ramirez droit dans les yeux, s'est détruite elle-même. Procédez aux poursuites. Si vous appréciez cette histoire, veuillez laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large. Merci beaucoup. La pire partie, quand on pose un piège, c'est le silence atroce pendant qu'on attend qu'il se referme. Pendant 3 semaines angoissantes après ma rencontre avec l'inspecteur Ramirez, ma vie est devenue une étrange réalité suspendue. Je me réveillais chaque matin à 5 heures, mettais mon costume, me rendais à la société de logistique, et gérais des réseaux de chaînes d'approvisionnement valant des millions de dollars. Je participais à des réunions de conseil d'administration pour discuter des projections trimestrielles, maintenant un masque de calme professionnel complet. Mais sous la surface, tout mon système nerveux vibrait d'une anxiété brute. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur martelait mes côtes. Chaque fois qu'un numéro masqué appelait, mon souffle se coupait. Je vivais dans un état d'hypervigilance, attendant que l'explosion massive que j'avais déclenchée finisse par détonner. Pendant ces 3 semaines,
j'ai pris des mesures agressives pour couper complètement mon existence financière de ma famille. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 principales agences. J'ai fermé tous les comptes bancaires que j'avais jamais utilisés et j'ai transféré mes fonds vers une toute nouvelle institution, en utilisant une authentification à 2 facteurs et des phrases de passe complexes. J'ai même changé mon dépôt direct au travail, m'asseyant avec ma directrice des ressources humaines pour lui expliquer que j'étais actuellement victime d'une opération sophistiquée de vol d'identité. Je ne lui ai pas dit que c'était mes propres parents. Certaines vérités sont tout simplement trop lourdes, trop humiliantes à expliquer à une collègue autour d'une tasse de café de la salle de pause. Elle a simplement hoché la tête, accéléré les formalités administratives, et m'a dit que l'entreprise me soutiendrait si j'avais besoin de temps libre pour les procédures judiciaires. Mes parents, complètement inconscients des rouages du système de justice pénale qui se rapprochait d'eux, ont eu recours à la guerre psychologique. Ils ont déployé la stratégie qu'ils avaient utilisée toute ma vie, la culpabilité instrumentalisée. Mon téléphone est devenu un journal de manipulation. Ma mère laissait des messages vocaux qui oscillaient violemment entre des supplications larmoyantes et des réprimandes agressives. Un mardi, elle laissait un message disant qu'elle avait le cœur brisé que je l'ignore, pleurant dans le combiné sur combien son fils aîné lui manquait. Le jeudi, son ton devenait venimeux. Elle m'envoyait de longs paragraphes décousus m'accusant d'être égoïste, arrogant et cruel. Elle insistait sur le fait que Dorian faisait un effort sincère pour changer de vie et que mon refus obstiné de simplement aider faisait monter sa tension artérielle en flèche. Mon père a adopté une approche différente. Il envoyait de courts textos autoritaires exigeant que je vienne à la maison immédiatement pour discuter d'un plan de paiement pour le prêt. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai sauvegardé chaque message vocal. J'ai fait des captures d'écran de chaque SMS. J'ai tout transmis directement à l'inspecteur Ramirez, ajoutant brique par brique au mur insurmontable de preuves. La percée est arrivée le 22e jour. J'étais assis à mon bureau, mangeant un sandwich froid, quand l'écran de mon téléphone s'est allumé avec l'identifiant de la division des crimes financiers. J'ai verrouillé la porte de mon bureau et j'ai répondu. L'inspecteur Ramirez n'a pas perdu de temps en politesse. Sa voix était vive, professionnelle et mortellement sérieuse. Monsieur Thorne, nous venons de recevoir le rapport officiel de l'expert en documents. Il a dit que la signature sur la reconnaissance de dette est une falsification définitive. L'expert a fait correspondre la pression du stylo, la direction des traits, et les formations spécifiques des lettres à un échantillon d'écriture que nous avons obtenu des anciens dossiers d'emploi de votre mère. De plus, le fournisseur d'accès à Internet a confirmé que la demande numérique a été soumise depuis le routeur situé à l'intérieur du salon de vos parents. J'ai fermé les yeux, laissant l'effet froid et dur m'envahir. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était une réalité scientifiquement prouvée et juridiquement contraignante. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Maintenant, a répondu Ramirez, le bruit subtil de papier froissé en arrière-plan, le procureur de district a officiellement signé les mandats. Nous les exécutons demain matin à 6 heures. Étant donné le montant de l'argent, la composante de fraude par virement bancaire, et l'implication de plusieurs conspirateurs, c'est une opération coordonnée. Nous allons arrêter votre mère, votre père et votre frère simultanément. Je voulais vous prévenir pour que vous puissiez vous préparer aux retombées. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis dans mon bureau silencieux, regardant la circulation de la ville se déplacer loin en dessous de ma fenêtre. J'avais pensé que je ressentirais un sentiment de triomphe. J'avais pensé que je me sentirais vengé, fier d'avoir enfin tenu tête aux brutes qui m'avaient tourmenté pendant près de 3 décennies. Mais je ne me sentais pas victorieux. Je ressentais juste un épuisement écrasant, jusqu'à la moelle. J'étais sur le point de devenir orphelin par choix. J'étais sur le point d'assister à la destruction complète de ma propre famille. Mais en pensant à ce prêt, à ce $250 000 destiné à payer un criminel violent pendant qu'il me laissait me noyer dans les conséquences, ma résolution s'est durcie comme de l'acier. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils allaient payer la note. Ils ont débarqué à la maison à 6 heures précises du matin. Je le sais parce que ma tante Martha m'a appelé à 6h15, hurlant si fort dans le téléphone que le son s'est distordu en un grésillement aigu. J'étais assis dans mon salon, sirotant une tasse de café noir, regardant le soleil se lever lentement sur la ville. J'étais réveillé depuis 3 heures du matin, fixant le plafond, attendant l'inévitable. Quand mon téléphone a sonné, j'ai calmement appuyé sur le bouton accepter et l'ai mis sur haut-parleur.
Garrison, a hurlé tante Martha, sa voix frénétique et complètement hystérique. Que as-tu fait, Garrison? Réponds-moi. Il y a 4 voitures de police garées sur la pelouse de tes parents. Ils viennent de traîner ton père hors de la maison, menotté. Ta mère pleure à l'arrière d'une voiture de police. Qu'est-ce que tu leur as fait, au nom de Dieu? Je n'ai rien fait, tante Martha, ai-je répondu, ma voix complètement dépourvue d'émotion. La police les arrête pour vol d'identité fédérale et fraude par virement bancaire. Fraude, a-t-elle haleté, complètement déconcertée. Es-tu fou? Ce sont tes parents. Tu appelles ces officiers tout de suite et tu leur dis que c'est une énorme erreur. Tu les appelles et tu retires les charges. Ce n'est plus de mon ressort, ai-je dit froidement. Ils m'ont volé $250 000 pour payer l'usurier de Dorian. L'état exact de qui porte plainte n'a plus d'importance. C'est le procureur de district qui les poursuit. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mais tante Martha n'était que la première vague. À 9 heures, les singes volants s'étaient pleinement abattus sur moi. Dans les dynamiques familiales toxiques, les « singes volants » sont les parents et amis de la famille qui sont manipulés par les abuseurs pour faire leur sale boulot. Ce sont les complices, les personnes qui refusent de voir la vérité et qui, à la place, attaquent la victime pour avoir perturbé la paix établie. Au cours des 48 heures suivantes, mon téléphone a été absolument inondé de notifications. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans se sont soudainement sentis en droit de m'envoyer des essais furieux sur la loyauté et le respect. Les copains de beuverie de mon père ont laissé des messages vocaux agressifs et pâteux, menaçant de venir à mon appartement pour me donner une leçon sur les valeurs familiales. Ils m'ont accusé d'être un grand frère gâté et jaloux, qui ne supportait pas de voir Dorian réussir. Ils ont prétendu que j'étais un monstre impitoyable et sans cœur, qui envoyait 2 parents âgés et travailleurs dans un pénitencier fédéral pour un simple malentendu financier. Aucun d'entre eux n'a posé de questions sur l'argent. Aucun d'entre eux n'a demandé comment j'allais survivre à un défaut de paiement massif. Ils ont simplement exigé que je me sacrifie pour sauver l'enfant chéri. Je n'ai pas engagé la conversation. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement créé un nouveau dossier sur mon ordinateur intitulé « Preuve de harcèlement » et j'ai archivé chaque message. Le pire message venait de la petite amie de Dorian, une femme nommée Chloé, qui m'a envoyé un message direct sur les réseaux sociaux. Elle a écrit « Tu es absolument pathétique. Dorian allait te rembourser le mois prochain. Tu as juste ruiné sa vie parce que tu es terrifié qu'il soit un meilleur homme d'affaires que tu ne le seras jamais. Profite de ta vie misérable et solitaire, parce que personne dans cette famille ne t'adressera plus jamais la parole. » J'ai lu son message 2 fois. Un meilleur homme d'affaires. Il avait financé son entreprise en commettant des crimes et en achetant des voitures de luxe avec des fonds volés. J'ai fait une capture d'écran, bloqué son compte, et je suis retourné au travail. J'avais une vie à reconstruire, et je n'allais pas laisser leur illusion toxique me ralentir une seule seconde. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du procureur de district adjoint Marcus Vance. Vance était un procureur vif et agressif, connu pour son manque total de tolérance envers la criminalité en col blanc. Il a demandé une réunion à son bureau pour préparer la prochaine comparution initiale. Je me suis assis en face de Vance dans une pièce remplie de boîtes de dossiers juridiques. Il m'a regardé avec un regard calculateur et analytique. « Votre famille est actuellement en liberté sous caution », m'a-t-il informé. Ils ont engagé un avocat de la défense privée, un très cher. La défense va argumenter que c'était un arrangement financier consensuel, une entreprise familiale conjointe, et que vous avez simplement changé d'avis lorsque les paiements ont pris du retard. Ils vont essayer de vous dépeindre comme un fils vindicatif et instable cherchant à se venger. Ils peuvent essayer, ai-je dit en me penchant en avant. Mais ils n'ont pas la moindre preuve pour démontrer que j'ai accepté quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le cas. Je le sais, a dit Vance doucement. Mais j'ai besoin que vous soyez préparés pour le tribunal. Ils vont mentir sous serment. Votre frère est sur la liste des témoins pour l'audience préliminaire. Il va se tenir devant un juge et jurer que vous lui avez volontairement donné votre identité. Vous devez maintenir un calme absolu. Ne réagissez pas, laissez-les construire leur château de mensonges, et nous le réduirons en cendres avec les preuves matérielles. J'ai hoché la tête lentement, sentant une anticipation froide et sombre s'installer dans ma poitrine. Je serai un fantôme, monsieur Vance. Je veux juste les voir tomber. Le matin de la comparution était couvert, le ciel d'un gris lourd et meurtri qui correspondait parfaitement à mon humeur.
J'ai conduit jusqu'au centre-ville, me suis garé dans la structure souterraine sous le palais de justice municipal, et j'ai traversé les détecteurs de métaux avec une précision absolue et concentrée. Je portais mon meilleur costume anthracite. Je m'étais assuré que mes chaussures étaient cirées. Je n'entrais pas dans cette salle d'audience en ayant l'air d'une victime. J'entrais en ayant l'air d'un homme qui tenait toutes les cartes. J'ai pris place au deuxième rang de la galerie, directement derrière la table du procureur. Le procureur Vance m'a fait un bref signe de tête approbateur avant de se replonger dans ses dossiers. La salle d'audience était intimidante, avec de hauts plafonds voûtés et des boiseries en chêne sombre qui absorbaient le son. Le silence était lourd, oppressant. À 9h45 précise, les lourdes portes doubles au fond de la salle se sont ouvertes. Mes parents sont entrés les premiers. Ma mère portait une robe à fleurs conservatrice à col haut, serrant un mouchoir dans sa main. Elle avait savamment appliqué son maquillage pour se donner l'air pâle, fragile et complètement épuisé. C'était la performance de sa vie. Mon père marchait à côté d'elle, portant un costume mal ajusté, la mâchoire serrée dans une ligne rigide de défi pur et obstiné. Et juste derrière eux, il y avait Dorian. Dorian avait coiffé ses cheveux en arrière et portait un costume bleu marine élégant et sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il n'avait pas l'air d'un homme faisant face à de multiples accusations criminelles. Il avait l'air incroyablement confiant, marchant avec une légère fanfaronnade, projetant l'aura d'un homme innocent simplement dérangé par une erreur administrative mineure. Ils sont passés devant ma rangée pour atteindre la table de la défense. Mon père a refusé de me regarder, gardant les yeux fermement fixés sur le banc vide du juge. Ma mère, cependant, s'est arrêtée une fraction de seconde. Elle a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Je m'attendais à voir de la colère. Je m'attendais à voir de la peur. Au lieu de cela, j'ai vu un vide terrifiant et creux. C'était le regard d'un prédateur évaluant une menace. Elle a fait un microscopique signe de tête négatif, un avertissement silencieux, avant de prendre sa place. Leur avocat de la défense, un homme aux cheveux argentés et soignés nommé Arthur Sterling, s'est penché et a murmuré quelque chose à Dorian. Dorian a gloussé, un son bas et arrogant qui a résonné dans la salle silencieuse. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, mais je me suis forcé à prendre une lente et profonde inspiration. Je me suis souvenu des instructions de Vance. Ne pas réagir. Être un fantôme. Levez-vous, a hurlé l'huissier. L'honorable juge, Evelyn Carter, a pris place. C'était une femme sévère et pragmatique, avec des traits acérés et des yeux qui commandaient immédiatement une autorité absolue. Elle a balayé la salle du regard, son regard s'attardant brièvement sur mes parents avant de se poser sur la table de la défense. La procédure a commencé. Le procureur Vance a exposé les charges initiales, vol d'identité fédérale, complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire, et vol qualifié. Il a présenté la reconnaissance de dettes falsifiées et les journaux d'adresse IP comme preuve préliminaire. Sterling, l'avocat de la défense, s'est levé. Il a ajusté sa cravate en soie et s'est adressé à la juge d'une voix douce et exercée. « Votre honneur » a commencé Sterling, projetant un ton de profond regret. Toute cette situation est un malentendu familial tragique et déchirant. Mes clients, Richard et Helen Thorne, sont des citoyens travailleurs qui n'ont jamais eu la moindre interaction avec la police. Ils sont complètement innocents de ces accusations. Nous avons l'intention de prouver que la victime présumée, Garrison Thorne, était pleinement consciente de cet arrangement financier. Il a volontairement fourni ses informations personnelles pour aider l'entreprise de son jeune frère. Ce n'est qu'après un conflit personnel concernant le calendrier de remboursement que Garrison est devenu vindicatif et a faussement signalé le prêt comme frauduleux pour se venger de sa propre famille. C'était exactement ce que Vance avait prédit. Il me peignait comme un monstre. Il tentait d'instrumentaliser le concept même de loyauté familiale pour échapper à la prison fédérale. La juge Carter a écouté sans changer d'expression. Elle a baissé les yeux sur les documents devant elle. C'est une affirmation très audacieuse, maître Sterling. Avez-vous des preuves pour étayer ce récit? Oui, votre honneur, a répondu Sterling doucement, se tournant pour regarder fièrement son témoin vedette. Nous appelons Dorian Thorne à la barre pour témoigner de l'accord verbal passé entre lui et son frère. Dorian s'est levé, ajustant la veste de son costume avec un sourire confiant. Il s'est approché de la barre des témoins, a posé sa main sur la Bible, et a juré de dire toute la vérité. Il s'est assis, l'air complètement détendu,
comme s'il racontait simplement une histoire lors d'un dîner. Il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans un piège qui allait tout détruire. Merci de suivre le déroulement de cette histoire. Veuillez commenter « Je suis là », ce qui est un signe secret pour les spectateurs qui sont arrivés jusqu'ici, et je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec le mot-clé « Je suis là ». Dorian se pencha vers le microphone. Sa voix était douce, très charismatique, et complètement dépourvue de toute culpabilité. Si vous ne connaissiez pas la vérité, vous le croiriez absolument. Il avait passé ses 26 ans à perfectionner l'art du mensonge charmant. L'avocat de la défense de Dorian, Sterling, commença à arpenter lentement devant la barre des témoins. Pouvez-vous raconter à la cour la conversation que vous avez eue avec votre frère Garrison il y a environ 8 mois, concernant un prêt commercial? Absolument, répondit Dorian, regardant la juge avec sincérité. Je lançais une nouvelle entreprise de logistique. Garrison travaille dans ce domaine, alors je suis allé le voir pour des conseils. Nous avons dîné longuement ensemble. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de capitaux pour obtenir un espace d'entrepôt. Garrison a proposé de m'aider. Il a dit que son crédit était excellent et qu'il voulait investir dans mon avenir. Il m'a explicitement donné la permission d'utiliser ces informations pour obtenir le prêt. Il a même fourni volontairement son permis de conduire et son numéro de sécurité sociale. Je suis resté parfaitement immobile, les mains posées sur mes genoux. Le mensonge était si énorme, si incroyablement détaillé que c'était presque stupéfiant à voir. Il commettait un parjure dans un tribunal fédéral sans verser une seule goutte de sueur. Et pourquoi, demanda Sterling, feignant une grande perplexité, votre frère aurait-il soudainement signalé ce préconvenu comme un vol d'identité? Dorian laissa échapper un soupir lourd et incroyablement faux. Garrison a toujours été un peu compétitif avec moi. Il devient facilement jaloux. Quand mon entreprise a commencé à décoller, il est devenu rancunier. Il y a quelques semaines, nous avons eu une énorme dispute parce que j'ai acheté une nouvelle voiture pour l'entreprise. Il a exigé que je rembourse tout le prêt immédiatement. Quand je lui ai dit que je devais m'en tenir au plan de paiement initial, il est devenu furieux. Il a menacé de me détruire. Il a dit qu'il dirait à la police que j'avais volé son identité juste pour me voir brûler. Un faible murmure parcourut la salle d'audience. Ma mère s'éponguait les yeux avec son mouchoir, jouant à la perfection le rôle de la matriarche dévastée. Mon père hocha la tête solennellement. Ils avaient répété cela. Ils s'étaient assis dans ce salon toxique et avaient méticuleusement planifié comment ils allaient me sacrifier pour se sauver. Sterling se tourna vers le procureur. Votre témoin, Monsieur Vance. Le procureur Vance se leva lentement. Il prit une seule feuille de papier sur son bureau et se dirigea vers le centre de la pièce. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air incroyablement calme, ce qui le rendait infiniment plus dangereux. Bonjour, Monsieur Thorne, dit doucement Vance. C'est toute une histoire. Juste pour être absolument clair, vous témoignez sous peine de parjure que votre frère Garrison vous a donné l'entière permission de contracter un prêt de 250 000 $? C'est exact, affirma fermement Dorian, bombant le torse. Et il savait exactement à quoi servait l'argent. Oui, mentit doucement Dorian. Il savait que c'était pour mon entreprise de logistique. Vance arrêta de marcher. Il regarda Dorian droit dans les yeux, ses yeux se plissant en fentes acérées. Monsieur Thorne, savez-vous ce qu'est une analyse financière forensique? Dorian cligna des yeux, son sourire confiant vacillant une fraction de seconde. Je suppose. Ça suit l'argent. Exactement, dit Vance, sa voix résonnant fort dans la salle d'audience silencieuse. Ça suit exactement où va chaque dollar. Maintenant, vous avez témoigné que cet argent était pour un espace d'entrepôt et des opérations commerciales. Pourtant, nos experts comptables judiciaires ont tracé le virement massif de votre compte professionnel. Vance leva la feuille de papier. 2 jours après l'approbation du prêt, un virement de 190 000 $ a été envoyé de Dorian Enterprises à un compte offshore situé aux îles Caïmans. Un compte enregistré au nom d'un homme nommé Silas Vance, qui fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour avoir exploité un syndicat de paris sportifs clandestin et une opération d'usure. La salle d'audience entière devint silencieuse. L'air devint instantanément glacial. Le visage de Dorian perdit toute sa couleur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un poisson haletant sur la terre ferme. Alors, continua Vance,
sa voix dégoulinant d'un mépris absolu, « Est-ce que votre frère Garrison a accepté de financer votre entreprise de logistique, ou a-t-il accepté de rembourser le violent usurier qui menaçait de vous briser les jambes pour une énorme dette de jeu ?» L'avocat de la défense Sterling bondit de sa chaise. « Objection, votre honneur. » Le ministère public introduit des allégations extrêmement préjudiciables sans fondement préalable. Rejeté, lança sèchement la juge Carter, se penchant sur le banc, ses yeux fixés sur Dorian comme un faucon. Le témoin a ouvert la porte sur l'objet des fonds. Le ministère public est autorisé à contester son témoignage. Vance s'approcha de la barre des témoins. « Je vous le demande encore, monsieur Thorne. Sous serment. Votre frère a-t-il accepté de rembourser vos dettes de jeu illégales ?» Dorian tremblait physiquement. Son arrogance avait complètement disparu, remplacée par une terreur brute et nue. Il regarda désespérément Sterling, mais son avocat fixait furieusement les documents sur son bureau, réalisant que ses clients lui avaient menti. Dorian regarda ses parents, mais ils étaient figés dans un choc absolu. « Je, » balbutia Dorian, sa voix se brisant. « J'invoque le 5e amendement. » Le mal était fait. Le parjure était exposé. Le château de mensonges s'était instantanément effondré. Mais Vance n'avait pas fini. La vraie cible n'était pas seulement Dorian. La juge Carter leva la main, faisant taire les murmures immédiats dans la galerie. Elle regarda Dorian avec une expression de pur dégoût concentré. « Monsieur Thorne, » dit la juge Carter, sa voix résonnant d'autorité judiciaire, « vous pouvez invoquer votre droit du 5e amendement contre l'auto-incrimination concernant le virement bancaire. Cependant, j'ai une question très spécifique concernant l'origine du prêt lui-même. » Elle ajusta ses lunettes et baissa les yeux sur le dossier de preuve. La demande numérique pour ce prêt frauduleux a été soumise depuis l'adresse IP enregistrée au domicile de vos parents, déclara-t-elle, ses mots lents et délibérés. Le numéro de téléphone de récupération sur le compte est enregistré au nom de votre père, Richard Thorne. Les questions de sécurité utilisées pour contourner les protocoles de fraude de la banque exigeaient une connaissance intime de l'enfance de Garrison Thorne. Des informations généralement connues uniquement des membres de la famille immédiate. La juge Carter leva les yeux, déplaçant son regard intense de Dorian directement sur mes parents, assis à la table de la défense. Mon père serrait si fort le bord de la table en bois que ses jointures étaient complètement blanches. Ma mère avait cessé de pleurer. Elle était assise bien droite, les yeux écarquillés par une panique croissante. La juge Carter reporta son attention sur Dorian. « Monsieur Thorne, vous avez témoigné que Garrison vous a volontairement donné ces informations personnelles. Mais étant donné les preuves numériques liant la fraude directement au réseau et aux appareils domestiques de vos parents, je dois vous poser une question, et je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment. » La salle d'audience retint son souffle. Je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge murale. « Est-ce que vos parents, » demanda la juge Carter, chaque mot tombant comme un coup de marteau, ont orchestré le vol de l'identité de Garrison Thorne, falsifié sa signature, et contourné les questions de sécurité en votre nom, afin d'obtenir les fonds pour rembourser vos dettes illicites? C'était une question parfaitement conçue, dévastatrice. Si Dorian disait oui, il avouait directement que ses parents avaient commis des crimes fédéraux, les envoyant tous les deux en prison. S'il disait non, il prétendait avoir piraté le réseau sécurisé de ses parents, volé le téléphone de son père, et orchestré toute la fraude complexe entièrement seul, s'assurant ainsi de faire face à la peine maximale, tout en commettant à nouveau un parjure devant une juge qui savait déjà qu'il mentait. Dorian se figea complètement. Il fixa la juge, la bouche légèrement ouverte, ses yeux balayant frénétiquement la pièce. Il ressemblait à un animal piégé. Il regarda nos parents. Dorian, murmura fort ma mère depuis la table de la défense, sa voix se brisant de terreur absolue. Ne dis rien. Arrêtez de parler, Madame Thorne, aboya la juge Carter, frappant son marteau avec un bruit sec qui fit sursauter violemment ma mère sur son siège. Vous resterez silencieuse ou je vous ferai expulser et vous placerai en détention pour outrage au tribunal. Témoin, répondez à la question. Dorian transpirait abondamment. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe. Il regarda son costume incroyablement cher. Il regarda son avocat de la défense furieux. Et finalement, il me regarda, assis dans la galerie. Pour la première fois de sa vie, personne n'allait le sauver. Il n'y avait pas de renflouement. Il n'y avait pas de chéquier attendant de couvrir ses erreurs. Il était complètement, totalement exposé.
Ils m'ont aidé, murmura finalement Dorian, sa voix si basse que le sténographe judiciaire dut se pencher pour l'entendre. Parlez dans le microphone, monsieur Thorne, ordonna la juge. Dorian attrapa le microphone, sa main tremblant violemment. Oui, balbutia-t-il, les larmes montant à ses yeux. Mes parents m'ont aidé. Mon père avait la carte de sécurité sociale de Garrison dans un coffre-fort. Ma mère connaissait les réponses à ces questions de sécurité. Ils l'ont fait parce que les hommes à qui je devais de l'argent, ils ont menacé de me tuer. Mes parents voulaient juste me sauver la vie. Ils m'ont dit que Garrison gagnait assez d'argent pour couvrir ça, que ça ne le dérangerait pas. L'aveu résonna dans la salle d'audience, détruisant tout sur son passage. Mon père laissa échapper un grognement bas et guttural et enfouit son visage dans ses mains. Ma mère laissa échapper un hoquet strident, sa main volant vers sa poitrine alors qu'elle commençait à hyperventiler. Ils avaient tout sacrifié pour l'enfant chéri, et l'enfant chéri venait de les jeter directement sous le bus pour sauver sa propre peau. C'était l'ironie tragique ultime. L'avocat Sterling se leva, le visage rouge foncé d'embarras professionnel. Votre honneur, à la lumière du témoignage soudain et peu judicieux de mon client, je dois demander une suspension d'audience immédiate pour m'entretenir avec mes clients. De plus, je pourrais devoir demander à me retirer en tant qu'avocat, car les clients m'ont clairement induit en erreur sur les faits fondamentaux de cette affaire. La juge Carter regarda la table de la défense avec un mépris total. Suspension accordée. Monsieur Vance, j'attends de vous que vous déposiez des actes d'accusation supplémentaires, y compris des accusations de parjure, avant la fin de la journée. Oui, votre honneur, répondit doucement Vance. L'audience est suspendue, annonça l'huissier. Je me suis levé lentement, lissant les plis de mon costume anthracite. J'ai regardé la table de la défense. Mes parents étaient complètement brisés. La façade de la famille heureuse et incomprise était brisée en 1 million de morceaux irréparables. Ils n'étaient plus les figures d'autorité qui pouvaient m'ordonner d'absorber leur douleur. Ils n'étaient que 2 criminels terrifiés, risquant des années dans un pénitencier fédéral. Trahis par le fils même qu'ils avaient enfreint la loi pour protéger. Je me suis retourné et suis sorti de la salle d'audience. La tête haute. Je suis sorti dans le large couloir au sol de marbre du palais de justice. L'air semblait incroyablement léger, comme si un poids physique énorme avait été soulevé de ma poitrine. Je me suis dirigé vers les ascenseurs, prêt à laisser ce cauchemar derrière moi pour toujours. Garrison, attends. Je me suis arrêté et me suis retourné. Ma mère se précipitait dans le couloir vers moi. Son maquillage était complètement ruiné, des traînées sombres de mascara coulant sur ses joues pâles. Elle paraissait 10 ans de plus qu'1 heure auparavant. Derrière elle, mon père se tenait près des portes de la salle d'audience, l'air complètement vaincu, les épaules affaissées. Elle a couru vers moi et a désespérément attrapé mon bras. Sa prise était serrée, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de mon costume. Garrison, s'il te plaît, sanglota-t-elle, sa voix un murmure pathétique et brisé. Tu dois parler au procureur. Tu dois leur dire de nous proposer un accord. Nous allons perdre la maison. Nous allons aller en prison. S'il te plaît, tu es mon fils. Tu dois nous sauver. J'ai baissé les yeux sur sa main, agrippant mon bras. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune colère. Je n'ai absolument rien ressenti. Le puits émotionnel était complètement à sec. J'ai doucement mais fermement retiré ses doigts de ma manche, reculant pour créer une barrière physique entre nous. Vous vous êtes fait ça à vous-même, ai-je dit, ma voix complètement calme et égale. Quand vous vous êtes assis dans ce salon et avez falsifié mon nom, vous n'avez pas pensé à mon avenir. Quand vous avez essayé de me forcer à rembourser un usurier, vous ne vous souciez pas de savoir si je perdais mon appartement ou ma carrière. Et quand vous êtes entré dans cette salle d'audience aujourd'hui pour mentir sous serment et détruire ma réputation, vous ne vous souciez pas de moi en tant que fils. Vous ne vous en souciez que maintenant, parce que les conséquences vous ont enfin rattrapé. Nous étions désespérés, a-t-elle pleuré, tendant à nouveau la main vers moi. Mais j'ai reculé davantage. Et maintenant, moi aussi, ai-je répondu, une vérité froide et dure résonnant dans le couloir. Je suis désespéré de trouver la paix, et je vais enfin l'obtenir. Ne me contactez plus. Je lui ai tourné le dos et suis entré dans l'ascenseur. Alors que les portes en métal se refermaient lentement, la dernière chose que j'ai vue était ma mère s'effondrant contre le mur de marbre, pleurant de manière incontrôlable dans ses mains.
14 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. Le système judiciaire avance incroyablement lentement, mais il est minutieux. Face à la confession sous serment de Dorian, aux preuves numériques accablantes, et à la menace de graves accusations de parjure, Arthur Sterling a négocié une négociation de peine globale. Dorian a été condamné à 4 ans dans un établissement correctionnel fédéral pour fraude par virement bancaire, vol d'identité et parjure. Mes parents, en raison de leur âge et de leur absence d'antécédents judiciaires, ont été condamnés à 5 ans de probation sous haute surveillance, à une restitution financière massive, et à un casier judiciaire permanent. Ils ont perdu la maison pour payer leurs frais de justice. Ils vivent maintenant dans un petit appartement exigu de l'autre côté de la ville, complètement ruiné financièrement. L'institution de prêt privé, face à la preuve indéniable d'une émission falsifiée par le bureau du procureur, a entièrement annulé la dette de 250 000 $. Ils ont retiré l'intégralité du compte de mon profil de crédit. Il m'a fallu près d'1 an d'appels téléphoniques agressifs, de lettres recommandées et de réunions avec des conseillers financiers pour effacer complètement les dégâts, mais je l'ai fait. Mon score de crédit, qui avait chuté à un désastreux 500, est actuellement de retour à 780. Ce fut un processus brutal et épuisant, exigeant le travail spécifique et patient d'un homme qui sait exactement comment reconstruire sa vie à partir de zéro. J'ai été promu à la société de logistique. Ma directrice des ressources humaines, incroyablement impressionnée par la façon dont j'ai géré la crise sans laisser mes performances professionnelles baisser, m'a recommandé pour le poste de vice-président régional. J'ai quitté mon modeste appartement et acheté une belle maison de ville avec vue sur la rivière. J'ai enfin acheté une nouvelle voiture, en payant la compte en espèces. J'ai un thérapeute maintenant. Nous passons beaucoup de temps à déballer les décennies de manipulation subtile et d'amour conditionnel auxquelles j'ai été soumis. Elle m'a aidé à réaliser que mon succès n'a jamais été le problème. C'était leur droit toxique. J'apprends à vivre sans attendre que le ciel me tombe sur la tête. J'apprends à me faire confiance et, lentement, à faire confiance aux autres. Je n'ai pas adressé un seul mot à ma famille depuis que les portes de l'ascenseur se sont fermées. Ils envoient des lettres de temps en temps, des tentatives pathétiques de combler le cratère massif qu'ils ont creusé dans notre relation. Je ne les lis pas. Je les passe directement dans le destructeur de documents de mon bureau à domicile. La justice dans le monde réel ne ressemble pas toujours à une fin de film. Il n'y a pas de prise de conscience soudaine de l'amour, pas d'excuses magiques qui font disparaître la douleur. Parfois, la justice consiste simplement à s'éloigner du feu et à décider que vous n'allez plus brûler avec eux. Je me suis protégé. J'ai survécu aux pièges qu'ils m'ont tendus et j'ai construit une forteresse qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, franchir à nouveau. Mais je m'interroge souvent sur la finalité de tout cela. Les gens me disent que s'accrocher à la rupture des liens est toxique, que je devrais éventuellement tendre une branche d'olivier à mes parents parce qu'ils vieillissent. Mais comment pardonner à des gens qui étaient prêts à vous jeter au loup juste pour garder leur enfant préféré au chaud? Ai-je tort de refuser de leur pardonner un jour? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de contenu.